Bonsoir à tous, bienvenue à DBS Télévision. C'est l'émission SOS Parents qui démarre à l'instant. C'est un programme pour vous parents ainsi que pour ceux qui participent au quotidien de nos adolescents. L'ambition est de consolider les bons comportements et rectifier les mauvais. Vous l'avez certainement constaté, l'attitude des jeunes est de plus en plus pointée du doigt dans notre société. Entre impolitesse, agression, violence, délinquance, les jeunes brillent par de multiples déviances qui démontrent à suffisance un déclin des valeurs morales chez cette tranche d'âge. Et cela va de mal en pire. Comment en est-on arrivé là? La situation est-elle imputable à la famille, à l'école ou à la société tout entière? Quel levier doit-on actionner pour réinstaurer le respect et la discipline? Nous allons tenter les explications ce soir sur ce plateau avec nos invités en première partie de ce programme. Dans notre rubrique mots d'enfant, gros plan sur la mycose. Et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent épuisé qui ne sait plus comment faire pour inciter son enfant à faire attention à l'hygiène. Ce soir, nous parlons du déclin des valeurs morales chez les jeunes. Dans bien de cas, parents enseignants semblent à bout de souffle. Cela pour parler de ce sujet qui nous concerne tous potentiellement. Je vais tout de suite recevoir Madame Micheline Samet. Bonsoir, Madame Samet. Bonsoir, Adi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes coach des parents. Quel est le regard que vous portez sur le comportement des jeunes de nos jours? Avant d'être coach, je suis parent. Donc, comme vous, je constate qu'effectivement, le déclin est de plus en plus grand. Les enfants s'enfoncent de plus en plus dans les contre-valeurs et ça m'interpelle au titre de parent pour mes enfants, mais pour les nombreux enfants de la société, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Coach, à votre avis, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce déclin de valeurs chez les jeunes? Il y a beaucoup de causes, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On peut citer l'environnement, les enfants qui imitent ce qu'ils voient faire les autres. Il y a les parents qui sont absents et qui ne constatent pas que les enfants petit à petit dévient. Il y a leurs propres envies, leur idéal, ce qu'ils pensent être bien et qui quelquefois ne l'est pas. Donc il y a beaucoup de choses. L'environnement, les camarades, on va détailler tout ça aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons faire sur ce plateau ce soir. Colin Betkatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous avez fait un reportage sur le manque de savoir-vivre observé chez les jeunes dans notre société. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Célanet, Eliane Ndene et Cyril Nanchois. Au temps, aux mœurs. S'il y a 2000 ans, ces paroles de Cicéron faisaient écho, les bonnes manières ont donc toujours occupé une place importante dans l'histoire de l'humanité. En effet, la fonction de la politesse est de rendre la vie constante et c'est un héritage à pérenniser au fil des générations. Dans le contexte de la déclaration de l'homme d'État romain, le ton était celui d'une indignation. Voilà qui indique que le savoir-vivre n'a toujours pas été indispensable pour tous et la politesse semble bien se dégrader au fil des temps. C'est d'ailleurs avec nostalgie que ceux de l'autre génération parlent du point d'honneur qui était mis dans des programmes scolaires. Je suis de la vieille école. Ce que je vois là, et j'ai fréquenté longtemps dans les écoles Sébec, entendez conseil des évangile du Cameroun. Là, la discipline, le respect était de taille. Nous avions chaque jour, je vais vous le révéler aujourd'hui, chaque jour, 30 minutes de morale. Vous voyez, x 5, ça fait combien? La tendance qui prévaut aujourd'hui est celle qui laisse penser que la nouvelle génération n'est pas tenue de se préoccuper des conséquences de leur conduite sur leur entourage. Elles sont à la fois abondantes et choquantes des anecdotes qui illustrent le mépris des aînés. Ils sont irrespectueux. Moi-même qui vous parle, je suis victime. Voilà, ils sont irrespectueux. Allez, vieux, quitte! Dégage! Le vieux ne voit même pas. Alors que celui qui va piétiner, hein, il est pourtant jeune. Oh ouais. Vous allez à la banque par exemple, je dis le cas que j'ai constaté. Le gars est confortablement assis. Hein. Je vois un papa comme celui-ci, il est debout pour qu'on l'aide pour remplir son chèque.
Mais le bonhomme est bien assis, il tapote sur son truc, dans son téléphone Android. Le papa est debout, non? Voilà, d'après qu'est-ce que vous constatez? Il y en a qui ne voient aucun inconvénient à faire subir leur mauvaise humeur, ou plutôt leur exubérance aux personnes peu familières, qu'importe que ces dernières soient âgées. J'ai assisté à des voyages où les jeunes, parfois, ils occupent le fond, ou bien, c'est-à-dire que dans tout le voyage, ce n'est avec eux qu'on comprend. Ils s'en foutent même des personnes âgées qui voyagent au même moment avec eux. Ils veulent absolument faire valoir leur savoir-faire. Et leur savoir et savoir-faire. Pourtant, ce n'est pas bon. Parce que le respect d'autrui voudrait aussi qu'on essaie, l'amour du prochain voudrait qu'on respecte d'abord son prochain. La bienséance, cet ingrédient qui sert à fluidifier les rapports sociaux et à arrondir les angles partant des désaccords, n'est-elle pas en voie d'extinction lorsque le plus petit des réflexes se perd? Un enfant bien éduqué, c'est celui à qui on apprend de bas âge déjà à savoir dire merci et savoir même dire bonjour. Il y a les enfants qui rentrent dans les classes comme ils ne savent pas dire bonjour aux parents. Les parents que tu as laissés à la maison le matin, tu es incapable de leur dire bon après-midi papa, bon après-midi ben bonjour maman. Le matin tu te lèves là, tu es fâché, tu ne sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ton sommeil. Sur le fait, des enfants sont sur la sellette. Pourtant, une introspection des adultes sur le sujet n'est pas banale. Ne sont-ils pas des exemples pour les enfants? Une observation dans des embouteillages en apprend beaucoup, tant ils évaluent l'intérêt que ses parents accordent à la courtoisie. L'opiniâtreté, au milieu des collègues, l'ingratitude et une estime démesurée de soi sont des indices du déclin des bonnes manières de ces papas et mamans pourtant garants de la bonne éducation des enfants. Ça craint lorsqu'on sait qu'on ne peut inculquer que ce qu'on est. À dépenser pour le savoir et le savoir-faire des enfants, c'est bien, mais il est plus qu'indispensable que l'on se dépense pour leur savoir-être. Sans l'ombre du moindre doute, il n'y a rien de plus séduisant que de voir par sa conduite un enfant bien tenu. Sa valeur en somme n'a pas de prix. Merci d'être avec nous. Nous sommes rendus à 21h quelques minutes et l'émission c'est SOS Parents et c'est tous les mercredis à 21h sur cette antenne. Colin Bekatal, la situation est-elle aussi alarmante? Oui, la situation est vraiment inquiétante. Les jeunes aujourd'hui brillent par cette déviance. D'ailleurs, le reportage, des témoignages dans le reportage en disent long. Ce sont d'abord, d'une part, une personne d'un âge certain qui fait ce témoignage et d'autre part, un jeune qui remarque bien de ce que les jeunes aujourd'hui ont perdu cette notion de la bienséance. Alors, lorsque nous étions sur le terrain, nous avons rencontré un groupe de jeunes gens. Nous sommes intéressés à eux et ils n'ont pas voulu témoigner, voyez-vous, face à la caméra, mais ils ont été francs. Voilà. Par exemple, il y a une d'elles qui a dit qu'elle ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle se lèverait dans un bus si une maman était debout à côté d'elle, sans toutefois diluer ses propos. Parce que lorsque nous lui avons posé la question de savoir si elle le ferait, elle a dit « Pourquoi est-ce que je le ferais ?» Donc, elle n'y voit aucun intérêt. On comprend seulement par ce petit exemple que aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le respect des aînés. Voilà, ils n'ont pas le souci, n'est-ce pas, du confort, du bien-être des autres. Ils n'en font qu'à leur... ils ne prennent des dispositions de ne tailler qu'à la mesure, n'est-ce pas, de leur convenance, malheureusement. Face à cette situation qui visiblement va de mal en pire, Colin Bekatal, selon vous, est-ce qu'il y a espoir? Oui. Tout n'est perdu, mais il faut que cela commence par des parents. Parce que dans le reportage, il est relevé aussi, les parents aujourd'hui qui devraient être des exemples ne sont pas des repères fiables pour ce qui est de la bienséance. J'ai énuméré bien de choses, il y a même d'autres qui ont été oubliées. Si les parents eux-mêmes, par leur attitude, surtout par leur attitude, pas seulement par ce qu'ils disent aux enfants, mais par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font, n'est-ce pas, ils se présentent comme étant des exemples, il est bien possible. La preuve tient de ce que lorsqu'on observe aussi un peu plus au fond, on va bien se rendre compte de ce qu'il y a des jeunes, quelques-uns, voyez-vous, qui savent qu'il faut arriver au temps,
il faut se lever, contrairement à cette jeune. Il y a bien d'autres, n'est-ce pas, qui se lèvent lorsqu'une personne âgée arrive. Il y en a qui savent d'ailleurs qu'il faut ouvrir la portière, il faut soutenir. Donc, ce petit échantillon laisse quand même entrevoir de bonnes perspectives et de se dire s'il y en a qui se rappellent encore qu'il faut que cela soit fait, d'autres peuvent, n'est-ce pas, essayer de suivre le pas. Donc, un peu de patience, beaucoup de travail et surtout l'exemple des parents. Parce que si eux-mêmes prêchent par le mauvais exemple, il serait très très difficile que des enfants, parce qu'il y a une différence entre le réprimander, c'est-à-dire que lui faire savoir qu'on sait ce qui est bien, et puis maintenant, lui apprendre par notre exemple que ce qui est bien, en fait, c'est ce qui est mauvais. Si nous-mêmes, nous ne conduisons pas bien. Alors, je pense que ce n'est pas le lieu de baisser les bras. Je veux dire, la cause est perdue. À chaque parent, maintenant, de travailler pour que, au niveau de sa maisonnée, ses enfants soient bien tenus. Et peut-être, si chaque maisonnée travaille pour que ceux de celle-là soient tenus, la société entière se tiendra. Merci Colombe Kata. Une fois encore avec verbe et méthode, vous allez planter le décor de cette émission. Ok, merci. Je pense que la semaine prochaine, nous nous y retrouverons. C'est le prêt à Dieu. Madame Samer, vous avez commencé à énumérer les raisons qui font de telle sorte que les jeunes se comportent ainsi tout à l'heure. Vous avez parlé de l'environnement, de la société et également. Il y a l'attrait de l'interdit, par exemple. Vous savez que généralement, lorsque quelque chose est permis, ça devient banal en fait. Mais lorsque c'est interdit, ça excite la curiosité de l'enfant. Pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On aimerait savoir. Du coup, quand on dit à l'enfant, il ne faut pas, lui comprend un peu, il faut. Ou alors, pourquoi il ne faut pas? Donc, on peut ajouter à ça l'attrait de l'interdit qui fait que il veut se surprendre. Ça va de pair avec le sentiment de surpuissance qui fait que généralement, le jeune pense qu'il peut. Et il trouve que le parent s'inquiète trop et à tort, alors que c'est un problème qui résout d'un revers de la main. Donc, généralement, les enfants se laissent aller. Et plus loin, on va voir que ça n'arrive pas d'un coup. Ça n'arrive pas brusquement. En fait, c'est de mauvaises habitudes qui viennent petit à petit. Et quelquefois, les parents, certains ne sont pas honnêtes, mais il y en a qui peuvent vous dire qu'ils ont vu ça arriver. Généralement, l'enfant ne s'enfonce pas dans les contre-valeurs brusquement. Il y a des petits signes qui peuvent attirer l'attention des parents. Malheureusement, ça n'attire pas leur attention. Peut-être parce qu'ils ne sont pas présents, mais ce qui est certain, c'est que de plus en plus d'enfants deviennent mal polis et tout ce qu'on a cité. Et généralement, c'est au vu et au su des parents, malheureusement. Coach, est-ce que cette impolitesse, par cette impolitesse, les enfants ne cherchent pas à renvoyer un message aux aînés? Peut-être c'est un signal de détresse pour dire qu'ils ne vont pas bien. Pas toujours. Pas toujours. C'est vrai qu'en psychologie, on peut tout expliquer, mais pas toujours. Vous savez, d'une façon instinctive, tout le monde aimerait être bien. Tout le monde aimerait être bien traité. Donc, il n'y a pas quelque chose qui justifie que quelqu'un à côté de nous soit, entre guillemets, en détresse. Et puis qu'on ne s'occupe pas de lui en pensant que c'est un message qu'on envoie à quelqu'un d'autre. Généralement, les enfants sont tout simplement mal éduqués. Ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais ils n'ont pas assez de cran, ils n'ont pas assez de courage pour être seuls à faire ce que d'autres personnes ne font pas. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que l'une des causes, c'était l'environnement. Vous pensez vraiment qu'il y a beaucoup d'enfants ici dehors qui ne savent pas que le matin on dit bonjour? Mais pourquoi ils ne disent pas bonjour alors qu'ils savent qu'il faut dire bonjour? Donc, le problème n'est pas, à mon sens, le problème n'est pas un certain message qu'ils enverraient à quelqu'un. Ils s'enfoncent tout simplement dans les contre-valeurs, ils deviennent paresseux, ils se laissent aller. La moindre des choses qui demandent la difficulté, ils ne sont pas partants. C'est une génération d'enfants qu'il faut carrément recadrer, à mon sens. Notre deuxième invité nous a rejoint. Monsieur Marius Tiassep est avec nous. Bonsoir, Monsieur Tiassep. Bonsoir Adi, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Vous êtes pédopsychologue. Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière ce déclin des valeurs des jeunes? Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est que nous avons plusieurs facteurs explicatifs, comme nous a tantôt dit le coach tout à l'heure. Moi, j'identifie trois grands pôles qui pourraient expliquer cela. Tout d'abord, nous avons le dysfonctionnement familial.
C'est le premier pôle. Qu'est-ce que j'entends par dysfonctionnement familial? Aujourd'hui, tout ce que le coach, toutes les choses auxquelles le coach faisait allusion tout à l'heure, on parle des familles monoparentales avec toutes les difficultés qu'ils ont à gérer, à jouer les deux rôles. Le parent a joué les deux rôles, que ce soit la mère ou le père. On a les familles divorcées, séparées. On a la quête du pain quotidien. On sait comment aujourd'hui c'est difficile pour les familles et il faut sortir parfois à 5 heures pour ne revenir qu'à 22 heures. Donc on voit bien qu'il y a la question de la présence en termes qui pourrait réguler un certain nombre de comportements déjà n'y est pas. Donc il faut une certaine présence en termes pour les parents, parce que en termes de comportement, nous avons nous distinguons notamment la qualité de la présence et la quantité de la présence. Il est vrai que la qualité est quelque chose d'important, mais la quantité également, le fait d'être là, permet de réguler et de prévenir certains écarts de comportement chez les enfants. Donc ça, c'est le premier chapeau, c'est celui du dysfonctionnement familial. Le deuxième chapeau, c'est celui qui incombe un peu plus aux jeunes. Ce serait celui des fréquentations, des mauvaises fréquentations, et j'ajouterais un peu les consommations des substances psychoactives, des stupéfiants comme on dit très souvent. Parce que de plus en plus, quand les enfants se retrouvent entre eux, c'est-à-dire que dans des groupes de pairs à l'école, contrôler leur fréquentation à ce moment-là, c'est quelque chose qui est assez difficile et ils se laissent facilement entraîner le phénomène d'influence. Le phénomène d'influence. Et lorsqu'ils sombrent malheureusement dans la délinquance juvénile, ils se retrouvent quelquefois, pour certains, en train de consommer des substances, pour d'autres, les plus téméraires, en train d'être tout simplement les petits délinquants du quartier. Donc vous voyez que ce chapeau également nous renseigne suffisamment sur les facteurs. Bon, le troisième chapeau, c'est celui que j'appellerais un peu celui de la modernité, ou alors celui de l'invasion de l'espace public par les outils de communication dits modernes. Je pense notamment à Internet, au téléphone, au fait que vous êtes avec un enfant et le parent ne se doute pas encore qu'à partir de son téléphone, il fait le tour du monde. Et au-delà de faire le tour du monde, aujourd'hui, les enfants ont accès au téléphone très tôt, sans accompagnement, sans accès à Internet, sans accompagnement aussi. Et puis, c'est un enfant qui n'est pas déjà suffisamment ancré dans sa culture. Il n'a même pas eu le temps de comprendre comment fonctionne sa culture, quels sont ses repères culturels, qu'il est déjà exposé à la culture de quelqu'un d'autre à travers ces outils-là. Donc vous voyez que tout cela pourrait constituer pour moi aussi ce que j'appellerais le troisième chapeau qui pourrait justifier un peu les décrépitudes au niveau moral. Au vu de ce que vous avez cité tout à l'heure, M. Tiasseps, est-ce qu'on est face à une jeunesse qui a perdu ses repères? Oui, je dis qu'une jeunesse a perdu ses repères, c'est peu dire. On est face à un environnement, c'est pas que la jeunesse qui a perdu ses repères, c'est nous tous, c'est la société africaine qui en perd de repères. Donc ce serait très facile de jeter l'opprobre sur la jeunesse. Parce que, comme le disait le coach tout à l'heure, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Nous avons les responsabilités au niveau étatique, qui manquent d'infrastructures pour occuper des jeunes, qui manquent d'activités et qui manquent... Donc on voit bien que même quand il y en a, ce n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Et nous avons les responsabilités au niveau parental, au niveau de l'éducation familiale. Les géniteurs ou les parents des enfants ont presque démissionné. Donc ce serait trop facile de jeter l'opprobre sur la jeunesse qui en perd de repères, mais je dirais tout simplement que c'est la société entière qui en perd de repères. Et il est important qu'on en prenne conscience. Parce que je suppose que cette émission est une émission qui va contribuer à une prise de conscience. On en parle un peu régulièrement ces derniers temps. Mais toutes ces initiatives vont participer donc à la prise de conscience. Et ceux qui prendront conscience sauront qu'on ne va pas attendre que l'autre agisse. Parce que l'autre difficulté aussi, c'est qu'on se dit non, il faut que l'État agisse. Le parent dit qu'il faut que l'État agisse. L'État dit qu'il faut que les parents agissent. Et finalement, on se jette la pierre. Chacun doit prendre ses responsabilités et agir dans sa maison.
Côte Samé, pour revenir au cocon familial, est-ce que les parents ont démissionné? Monsieur Tiasep l'a souligné tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont démissionné de leur rôle? De toutes les façons, ça en a tous les. Si vraiment ils n'ont pas démissionné, ça en a vraiment tous les, parce que on peut comprendre, les parents se lèvent très tôt, il faut être au travail, il faut partir tôt avant les embouteillages. Donc généralement, c'est la nounou qui vient même apprêter l'enfant, le parent n'a pas vu son enfant, il rentre le soir fatigué, c'est à peine s'il faut manger et dormir. Du coup, on n'a pas le temps vraiment d'entrer dans le quotidien de l'enfant le matin rebelote. Finalement, ça en a tout l'air. Bon, maintenant, il faut quand même comprendre que ce n'est pas intentionnel et que d'une façon naturelle, chaque parent aime son enfant et veut le bien de son enfant. Ça veut dire que quelque part, on peut penser à bon droit que le parent lui-même subit cette situation. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de, même si on ne peut pas rattraper à 100%, parce que le parent n'a pas le don d'ubiquité, il ne peut pas en même temps être au travail, en même temps être avec son enfant à l'école et puis à la maison, mais il y a des manières quand même pour au moins adoucir la situation, arrondir les angles, rendre la situation quand même vivable, mais on a l'impression que les parents eux-mêmes, ils semblent être fatigués, ils semblent avoir abandonné. Du coup, les enfants sont éduqués par la voisine, par la nounou, par la télé, ainsi de suite. Finalement, à un moment, l'enfant devient étranger même pour son propre enfant dans la maison. Finalement, le parent a carrément un étranger dans la maison qu'il finance. C'est vraiment déplorable à dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut rattraper la situation, même si ce ne sera pas parfait. Pour mettre un peu de l'eau à votre moulin, Madame Samé, ce qui n'arrange pas également les choses aujourd'hui, c'est les situations professionnelles des parents. Dites-moi un peu, de plus en plus, quand on est dans une famille où les deux parents travaillent, c'est généralement dans des villes différentes. Il me semble qu'il y a quelque temps encore, quand un parent travaillait et que un parent était fonctionnaire, qu'on affectait l'autre, on tenait compte un peu de la présence de l'autre. Quand vous avez des enfants qui doivent être éduqués aussi bien par leurs deux parents et que l'un travaille, je dis n'importe quoi, à Garoua et l'autre à Douala, est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté supplémentaire qu'on rajoute à cette famille dans la question de l'éducation? Parce qu'il faut trouver des équations. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et ça, c'est quand ils sont même au pays. Bon, certains travaillent à l'international, c'est assez difficile. Donc, la question du regroupement familial, je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait pouvoir, on n'est peut-être pas encore dans les solutions, mais interpeller déjà au niveau de l'État qui veille à cela, comme il l'a fait par le passé, de façon à ce que lorsque une dame ou un monsieur sort d'une institution et qu'on veuille l'affecter, ne serait-ce qu'on tienne ne serait-ce que compte du poste de son conjoint, de façon à faciliter le regroupement familial, parce qu'on sait que quand les deux parents sont là, l'éducation, on a un gage d'une meilleure éducation que lorsque un seul des parents est impliqué. Madame Micheline Samé, est-ce que la situation ne peut pas être aussi imputable au système éducatif trop centré sur l'académique? Oui, c'est vrai, mais en tant qu'ancienne enseignante, j'aime toujours dire à ceux avec qui j'échange que au-delà de ce qu'on va dire, s'il vous plaît, le rôle de l'enseignant, ce n'est pas d'éduquer les enfants. C'est difficile à dire, parce que dans l'imagerie populaire, on sait que l'enseignant est la suite, est le relais du parent, mais dans un autre domaine, vous savez, pour éduquer l'enfant, c'est le rendre complet. Éduquer l'enfant, c'est l'autonomiser, c'est le rendre complet. Ça veut dire que autant le parent a une partie de l'éducation de l'enfant à faire, autant l'enseignant a une autre partie de l'éducation de l'enfant à faire. Donc ça veut dire que le rôle de l'enseignant, s'il vous plaît, c'est d'enseigner à l'enfant les mathématiques, le français, l'anglais. Et là, j'entre dans ma peau d'ancienne enseignante pour dire que, en plus de ça, l'enseignant est pris par les délais. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'informations qu'il doit donner à l'enfant dans un certain délai. Ça veut dire que maintenant, regardez, avec le confinement, les enfants viennent, certains viennent le matin, d'autres viennent le soir, mais les programmes n'ont pas été raccourcis pour autant. Ça veut dire que l'enseignant doit jongler pour rester dans son programme de mathématiques du trimestre, du semestre, du mois. Vous pensez vraiment qu'il trouve le temps pour faire la morale à votre enfant? Cette partie-là, c'est vous qui devez le faire.
Mais généralement, vous n'êtes pas conscient. Vous pensez que lorsque vous avez payé la scolarité de l'enfant, vous êtes entièrement dédouané. Maintenant, vous allez vous occuper du patron et l'enseignant va s'occuper de votre enfant. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que regardez le genre de personne qui vous revient à la maison. Donc, effectivement, les enseignants ont leur rôle à jouer. Mais étant donné que même sont pris par leurs contraintes professionnelles, il faut vraiment être fort pour réussir à diminuer le cours, prendre quelques minutes pour apprendre à l'enfant la morale. Ce qui est certain, c'est que les enfants ont besoin de ça. Moi, je l'ai fait lorsque j'enseignais et plus d'une fois, les enfants sont venus me voir pour me poser le trouble, pour m'exposer le trouble qu'ils avaient du fait que leurs parents ne s'entendaient pas à la maison. Bon, maintenant, mettez-vous à ma place. Il fallait que je devienne psychologue, que je laisse maintenant ma matière pour aller gérer les problèmes personnels de l'enfant. Mais si ces problèmes ne sont pas résolus, il ne comprendra rien à ma matière. Ça devient compliqué, il faut gérer tout ça. Donc oui, pour répondre à votre question, la partie éducative est concernée, mais le gros reviendra toujours aux parents parce que c'est à eux qu'appartiennent les enfants en premier. Monsieur Tiasep, est-ce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas à l'image de notre société? Quand on regarde par exemple, comme Métratel l'a souligné tout à l'heure, quand on regarde par exemple comment les adultes se comportent, est-ce que ce ne sont pas ces adultes, nous adultes, qui donnons les raisons à nos jeunes de se comporter ainsi? Mais en psychologie, nous avons un concept très intéressant que nous appelons l'identification. Donc vous voyez que quand vous demandez si les jeunes ne sont pas à l'image de la société, ça me fait penser au processus d'identification. Parce que justement, quand la personnalité se forme, on a besoin des repères identitaires. On a besoin des repères, on a besoin de s'identifier à quelque chose qu'on voit, qu'on sent, et à un moment donné, lorsqu'on s'identifie, on réalise. Donc, effectivement, les jeunes, nous sommes à l'image des jeunes, ou alors l'inverse, nous sommes à l'image, les jeunes sont à l'image de la société dans laquelle ils évoluent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Pendant que les uns vont jeter la pierre sur les parents, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité. Les parents, eux, vont jeter, comme j'ai vu dans le reportage, la pierre sur les jeunes. Les jeunes vont jeter les responsabilités sur l'État. L'État va jeter des responsabilités sur les familles. Donc, finalement, on voit bien que c'est tout un système qui est affecté. Donc, il est important qu'on se dise bien que la question, aujourd'hui, je discutais avec un ami enseignant à l'université de Douala hier, et il me disait qu'on a, à l'université, on a volé, on a cambriolé, on a volé le matériel didactique jusqu'à venir voler une chaise qui a été scellée au mur. Et on se demande, et je lui demandais, mais qui est à l'origine? On dit, les étudiants. On dit, ah ben, c'est les étudiants. Mais sauf que, pour qu'un étudiant accède à la salle, il y a bien sûr le système de sécurité qu'il faut traverser, il y a la sécurité, il faut bien qu'il sorte avec le matériel, comment il fait, et puis, vous voyez bien que c'est toute la société. Si à l'université, on n'est pas conscient qu'on doit protéger le matériel didactique mis à disposition pour notre formation, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de grave qui se trame. Donc, pour répondre directement à votre question, c'est tout simplement pour dire, effectivement, les jeunes sont le reflet de la société et de l'éducation que nous leur donnons. Et je dis souvent, l'éducation, il y a ce qu'on appelle, se fait généralement par imitation, fait plus par imitation et par identification qu'autre chose. Pourquoi? Vous avez des parents à la maison avec les enfants. Ils disent aux enfants, il faut être honnête, il faut dire la vérité, le mensonge n'est pas bien. Ils le disent. Mais l'instant d'après, son téléphone sonne, il prend le téléphone, il est à Douala chez lui à la maison et il dit non, je suis au village, je ne suis pas encore rentré. Et l'enfant écoute cela face à lui. Pensez-vous que tout le message donné, tout le discours qu'il a tenu à l'enfant, l'enfant a retenu quelle leçon? Est-ce qu'il a retenu le discours, soit honnête, travailleur, ou bien il a retenu « Ah, papa était un menteur, donc on peut mentir pour s'en sortir ». Et en plus, c'est cela qui ça démontre à suffit que nous devons prêcher par l'exemple. Kosamé, dans cet élan, on n'aura plus rien si on continue avec cette déchéance. Comment est-ce qu'il faut faire pour remonter, réinstaurer la discipline et le respect? La première des choses, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire, tirer la sonnette d'alarme
être conscient qu'il y a même un problème, parce que sans qu'on s'en rende compte, on commence à tomber dans la normalité, on trouve que c'est le monde qui est ainsi fait, on est né dans ce monde-là. Non, commençons à accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tel que les choses sont, ça ne devait pas être comme ça. Et lorsqu'on est conscient que quelque chose ne va pas, maintenant on se pose la question naturelle de tout être censé. On fait donc quoi? Puisque la situation n'est pas comme elle devrait être, est-ce qu'on va rester à se plaindre? Depuis qu'on se plaint, qu'est-ce que ça change? À la limite, ça s'aggrave seulement. Il y a des actions qu'il faut poser. Et ce que je réponds généralement aux parents qui viennent me voir en coaching, c'est d'être conscient de la situation et de poser les actions. La première action que je conseille souvent, c'est de connaître s'il vous plaît, connaissez vos enfants. Il y a un exercice que je donne souvent aux parents qui m'amusent souvent. Je dis, bon, je vous donne 3 minutes, parlez-moi de votre enfant. Je vous assure que le parent parle 1 minute, il n'a plus rien à dire. 3 minutes chrono. Je dépose le chrono sur la table, je dis parlez de votre enfant. Je vous assure qu'il y en a qui n'arrivent pas à parler de leur enfant pendant 30 secondes. Ils n'ont plus rien à dire parce que, en réalité, ils connaissent tellement peu de leur enfant. On me dit son nom, son âge, il est né quand, dans quelles circonstances, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, son quotidien? On n'en sait pas grand-chose. On sort le matin, on rentre le soir. Donc, chez les parents, la première des choses qu'il faut faire, c'est commencer à connaître votre enfant. Commencer à le regarder. Généralement, les yeux de l'enfant parlent beaucoup plus. Vous avez compris, je veux parler du langage non verbal. Apprenez à connaître votre enfant. Donc, lorsque vous avez observé votre enfant, ça vous permet de connaître même ses habitudes. Ça fait que quand quelque chose change, votre attention va être attirée. Est-ce qu'il commence à se lever trop tard? Est-ce qu'il s'étire à la moindre des choses? Est-ce qu'il boude? Est-ce qu'il commence à vous répondre? Ce qu'il ne faisait pas avant. Connaissez vos enfants. La deuxième chose que je vais conseiller, c'est d'accepter ce que vous voyez. Nous, les parents, surtout nous, les mamans, on a une mauvaise habitude. S'il vous plaît, arrêtons ça. Lorsqu'on voit que l'enfant fait mal quelque chose, généralement, on justifie. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire. Généralement, on justifie. Non, il est trop petit, il ne comprend pas, il est seulement un enfant entraîné, c'est l'environnement. Depuis qu'il est allé en vacances chez tel, ça a changé. Non, c'est votre enfant qui est en train de se gâter. Prenez des mesures pour rattraper la situation. Vous ne faites que justifier. Vous ne voyez pas que depuis que vous justifiez, lui, il fait que s'enfoncer dans les contre-valeurs. Donc, il faut que nous ayons cette maturité d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ça permet donc de prendre le problème à bras le corps. Monsieur Tiassep, selon vous, comment est-ce qu'on peut contrecarrer cette perte de valeurs humaines? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut déjà savoir à quel niveau de responsabilité nous situons-nous. C'est parce que les solutions qu'on va préconiser à l'État, par exemple, ne seront pas celles qu'on va préconiser aux parents, ou aux familles, ou aux jeunes eux-mêmes. Donc, je dirais d'entrée que je prends d'abord les questions de famille, parce que je pense que c'est la famille qui sont les principaux acteurs. Si on attend les temps, on risque d'attendre beaucoup trop longtemps. Donc, les parents sont les premiers responsables des enfants. Donc, je vais dans la lancée de Madame Samé en disant que la première des choses, c'est d'abord de passer du temps avec les enfants. C'est fondamental de pouvoir passer du temps avec les enfants. Sans que ce ne soit un moment d'agression. J'insiste là-dessus, parce que généralement les enfants se font énormément agresser et très souvent par leurs parents. Donc passer du temps, c'est ce qu'on appelle tout simplement avoir avec les enfants des moments de qualité. Donc se balader, prendre du temps, ça va amener à découvrir leurs difficultés, leurs habitudes. Discuter avec vos enfants de leur journée. Donc ça, c'est la communication. Discuter avec vos enfants. N'attendez pas quand il y a un problème pour parler avec vos enfants. Créez le contexte pour échanger avec vos enfants. Ça permet également de créer un certain climat de confiance et pour qu'ils viennent vous plaindre. Et en passant du temps avec eux, vous avez le temps de voir venir les écarts de comportement, les écarts de conduite, des nouvelles, des choses que vous avez, et le temps de les rattraper. Si vous ne plongez pas dans la justification, comme le coach Samé nous le disait tout à l'heure. Donc, voilà quelques éléments. Maintenant, il faut également savoir que l'éducation repose essentiellement sur 2 leviers, celui de la punition et de la récompense. Et quand on dit punition, ce n'est pas forcément le goudin, qu'on se comprenne bien. Donc, lorsqu'un enfant a fait quelque chose de bien, il faut apprendre à le féliciter et à l'encourager.
Et lorsqu'il a fait quelque chose de mauvais, il faut savoir comment introduire une punition qui soit juste, proportionnelle à la faute et surtout adaptée. Donc, vous voyez que si vous êtes dans ce process d'éducation, il faudra quand même, ça permet de mettre des garde-fous pour permettre. Et puis, lorsque les enfants grandissent, un peu devenus adolescents, il y a la question des fréquentations, qui est quelque chose de fondamental qu'il faut pouvoir anticiper et pouvoir suivre. Parce que beaucoup d'enfants se perdent à cause des mauvaises fréquentations, à cause du fait qu'ils veulent appartenir à une bande. Et on doit savoir que c'est un besoin naturel chez l'adolescent d'appartenir au groupe, le besoin d'appartenance à une bande. C'est un besoin. Maintenant, le parent doit pouvoir anticiper ce besoin pour lui proposer des activités de groupe ou de bande de façon à pouvoir contrôler cela à distance, sans s'interférer. Parce que si vous voyez, généralement, dans les quartiers, qui sont ceux qui sont regroupés dans un coin le soir pour discuter? C'est généralement des jeunes, des adolescents qui ont... C'est un besoin. Mais si, au lieu de se regrouper, le parent anticipe, il inscrit dans un club de foot, dans une activité, dans un atelier de loisirs, ça permet qu'il a du temps à passer avec ses amis, il a le temps de se défouler, il a le temps de gérer cet aspect affectif et il peut... Maintenant, je conseille également aux parents d'enseigner à leurs enfants l'organisation et la gestion du temps. Chaque enfant doit pouvoir avoir son emploi du temps. Ça, on n'en voit pas beaucoup. L'emploi du temps, ce n'est pas qu'une affaire d'école. À la maison, chaque enfant doit avoir un carnet ou alors un tableau de bord où il a son emploi du temps de la semaine. En dehors des activités et des horaires scolaires, il doit savoir, de façon à ce que le parent soit là ou pas, il est capable de savoir qu'à cette heure-ci, tel jour, mon enfant est censé faire telle chose. Ça, c'est quelque chose également qui pourrait être très structurant. Donc, pour les jeunes, je recommanderais aux jeunes maintenant d'être déjà à l'écoute de leurs parents, de se faire disponible, de ne pas créer. Parce que aussi, il y a des jeunes qui créent le blocage dans la communication avec les parents. Ça, il faut, j'encouragerais à être plus ouvert. Ça, c'est pas gagné, je le sais. je sais que c'est pas gagné. Et puis, pouvoir avoir un adulte référent chez qui on se confie, chez qui on peut dire, à qui on peut parler quand on a des difficultés. Parce que ça aussi, les jeunes n'ont pas souvent des personnes à qui ils peuvent s'ouvrir en cas de difficulté. Généralement, si elles s'ouvrent, on a le temps de voir venir les choses et de réagir. Bon, en ce qui concerne maintenant les institutions, je pense qu'ils savent suffisamment ce qu'ils doivent faire. À défaut, ils pourront bien sûr contacter des personnes qui pourraient leur aider à monter des programmes d'éducation de masse. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Pour lutter contre la délinquance juvénile, par exemple, il faut canaliser les énergies des adolescents. La plupart, dans tous les pays du monde, les personnes les plus délinquantes, c'est les jeunes, c'est les adolescents. Et parce qu'ils sont... L'oisiveté est quelque chose qui favorise cette montée de la délinquance. À Douala, aujourd'hui, au Cameroun, à Yaoundé, il y a combien d'espaces de loisirs et de sport? Si on ne prend que cela, des temps. Il y a combien de disciplines sportives qu'on encourage, combien qu'on favorise? C'était des petites actions pour canaliser les énergies et pour éviter l'oisiveté. Et ajouter à ces actions, M. Tiassep, on l'a dit sur ce plateau, nous devons prêcher par l'exemple. Nous allons marquer une pause pour prendre notre rubrique mots d'enfants. Ce soir, on s'intéresse à la mycose chez les enfants avec le docteur Joseph Bélec, rencontré par Cynthia Nguemo et Constantin Nodomki. La mycose, c'est une infection causée par un champignon. Causée par un champignon dans n'importe quelle partie de l'organisme. Donc il faut savoir qu'on peut retrouver les mycoses au niveau de la tête. Donc là on parle de la teigne. On peut trouver les mycoses au niveau de la bouche. Et là on parle du muguet. On peut aussi retrouver les mycoses au niveau des ongles et au niveau vaginal.
les symptômes dépendent de la localisation. Et on ne va pas prendre chaque mycose pour détailler les symptômes. Donc je vais citer les principaux symptômes. Donc on retrouve les papules qui peuvent être verdâtres, grisâtres, jaunâtres. Et il y a les démangeaisons, il y a les boutons, il y a les desquamations. Et on peut aussi retrouver les pertes vaginales. Oui, là le parent doit venir consulter. Ou s'il voit les boutons au corps, comme j'ai dit, le parent vient consulter. Ce qui cause les mycoses, c'est les champignons, comme j'ai dit. Et le champignon le plus reconnu, c'est le Candida albicans. Et les facteurs qui favorisent les mycoses, il y a l'humidité qui favorise les mycoses, il y a la chaleur qui favorise les mycoses, il y a une transpiration excessive qui peut favoriser les mycoses. Il y a aussi une mauvaise hygiène corporelle qui peut favoriser les mycoses et le port des chaussures fermées trop serrées. On reçoit un enfant en consultation pour une mycose. Donc on demande toujours si peut-être d'autres enfants dans l'entourage ne présentent pas les mêmes symptômes. Et si tel est le cas, d'habitude on fait un traitement pour toute la famille et pour tout l'environnement une fois. La mycose, ce n'est pas conseillé de gérer à la maison. Parce que comme je vous ai bien dit, il y a beaucoup de types de mycoses. Selon la localisation, on peut même poser même 3, 4, 5 diagnostics selon la localisation. Donc le mieux c'est de venir directement consulter un spécialiste pour donner un traitement adéquat. Donc il faut éviter l'automédication. Et arrivé à l'hôpital, nous pouvons prescrire les antifongiques qui sont faits sous forme de crème, pommade, les sprays, les comprimés et les ovules. Pour éviter les mycoses, il faut bien laver sa literie avec un désinfectant. Il faut bien laver ses mains, il faut avoir une bonne hygiène corporelle. Et entre autres, il faut éviter de gratter la partie contaminée, de peur de contaminer la partie saine. Et il faut aussi éviter d'échanger les vêtements, les sous-vêtements, les serviettes. C'était notre rubrique Mots d'enfant avec le docteur Joseph Bellec. Place à présent au cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent préoccupé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir Radi, bonsoir aux experts sur le plateau. Je vous écris pour vider mon sac. Je vais essayer d'être bref dans mes explications. À la tête d'une jolie famille, mon mari a une fille. À la tête d'une jolie famille recomposée, mon mari a une fille de 15 ans qui vit avec nous. Officiellement, je suis sa belle-mère, mais dans ma tête et mon cœur, c'est ma fille. J'ai une fille de 9 ans et avec mon époux, nous avons 2 filles, 4 et 1 an. J'ai beaucoup de difficultés avec ma fille aînée. Elle a déjà ses règles et refuse de prendre soin de son corps. Ma fille ne se change pas, ne se lave pas. Elle peut rester plus de 2 jours. Ainsi, portant des serviettes qu'elle cache dans le lavabo, sous le matelas
ou même dans une boîte. Lorsque ses culottes sont trop sales, elle les jette. Au quotidien, elle sent super mauvais. Elle ne se brosse pas les dents, c'est pour faire couler de l'eau. Lorsqu'elle va à la douche, c'est pour faire couler de l'eau. Je l'ai obligée une fois à se laver devant moi. J'ai donc pris le temps de lui expliquer comment nous, les femmes, devions nous laver. Mais aucun changement, j'ai le cœur brisé. Sa chambre est une vraie porcherie. J'ai le sentiment qu'elle me remet à ma place de simple belle-mère. Mes conseils lui passent au-dessus. Je veux juste être une bonne mère pour ma fille. Parce qu'elle doit être montrée le bon exemple à ses cadets. Je suis épuisée, aidez-moi avec des conseils. Merci pour ce que vous faites. Coach Samer, une jeune fille de 15 ans qui rejette catégoriquement l'hygiène, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce comportement? Bon, je reconnais quand même que ce n'est pas courant. Généralement, la jeune fille, à cet âge, c'est l'effet inverse. Ça veut dire qu'elle est très près de son corps, toujours à faire, au Cameroun, on dit le nyanga. Ça veut dire qu'elle veut être belle, elle prend soin d'elle. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Maintenant, on voit une jeune fille dans l'effet inverse. Je reconnais que ce n'est pas courant. Mais c'est des cas qui arrivent. Personnellement, dans mon métier, j'ai eu à rencontrer ces cas plus d'une fois. Et vous comprenez avec moi que c'est une situation anormale. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui peut faire qu'une jeune fille soit aussi loin des soins de son corps? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, même les garçons prennent soin de leur corps. Donc maintenant, on n'a pas tous les éléments, on va imaginer plus ou moins qu'est-ce que ça peut être. Donc dans ce cadre général, il y a plusieurs possibilités. L'une des possibilités peut être un traumatisme. Est-ce que quelqu'un l'aurait touché? Est-ce qu'elle aurait été violentée? Violenter, ce n'est pas toujours un viol entier. Ça veut dire qu'il peut ne pas avoir pénétration. Peut-être quelqu'un l'a touché d'une façon qui l'a mise mal à l'aise et maintenant, elle a en horreur son propre corps. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est, par exemple, est-ce que les effets de toilette, est-ce que le savon a une bonne odeur, est-ce que ça lui laisse des mycoses sur la peau, est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre qui l'éloignerait de la toilette et des effets de toilette? Ça peut être une possibilité. Une autre possibilité, ça peut simplement être des filles qu'on appelle généralement au quartier des filles garçons. Ça veut dire qu'elle essaye de s'identifier aux garçons. Elle pense que lorsqu'on est le garçon, on est fort, on est grand. Et lorsqu'on est la fille, on est petite. Alors pour montrer qu'elle est grande, il faut qu'elle joue à la dure, quoi. Et la dure, c'est être sale, mal tenue, ainsi de suite. Comme elle voit les badauds au quartier, peut-être qu'elle s'imagine dans sa tête que ça peut être ça, être une grande personne. Ça peut être ça, filmer, montrer qu'elle contrôle la situation. Malheureusement, la nature la rattrape avec ses règles, par exemple. Les garçons n'ont pas ça. Du coup, il faut trouver un moyen de sortir quand même avec ça. Et c'est l'une des causes qui peut justifier. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. Nous sommes juste dans le cadre de l'imagination. Est-ce que, par exemple, tel que la dame a dit, est-ce que l'enfant vous voit plus comme une belle-mère pendant que vous la voyez comme une fille? Est-ce que c'est un moyen de vous repousser? Vous savez, lorsque l'enfant est petit, il prend tout le monde comme son père ou comme sa mère. Mais lorsqu'il grandit, il commence à se poser les bonnes questions. Où est passée sa mère? Pourquoi sa mère n'est pas là? Certains enfants pensent, même lorsqu'elle a perdu sa mère, dans sa tête, elle pense que c'est même vous qui avez causé le décès de sa mère. Si c'est une séparation ou un divorce, elle va penser que c'est parce que son père vous a connu que sa mère est partie. Donc du coup, c'est vous la cause de ces malheurs. Alors elle ne vous accepte pas et elle vous le fait voir de toutes les façons. Bon, évidemment, c'est juste une imagination, mais hypothèses. Oui, c'est possible que quelque part là-dedans, on trouve qu'est-ce qui ne va pas. C'est vous qui connaissez mieux l'enfant. Surtout depuis l'enfance, et bon, vous pouvez mieux connaître. Monsieur Sassep, à l'adolescence, le corps des enfants change ainsi que la manière dont ils doivent en prendre soin. Ils doivent se laver, par exemple, plus fréquemment que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Est-ce que c'est cela qui les effraie? Bon, je partage entièrement l'analyse de Madame Samer, surtout chez la jeune fille, c'est quelque chose de très inhabituel. Généralement, c'est la période où elle prend suffisamment soin de son corps, parce que c'est un nouveau corps, le corps qui a les seins, le corps qui est désiré par les autres, par les garçons, le corps qui attire les autres, donc elle en prend tellement soin, donc c'est suffisamment inhabituel. Mais je voudrais rebondir également sur quelque chose, c'est de savoir qu'elle a 15 ans et c'est également la période de l'adolescence,
Au-delà du fait qu'il peut y avoir des situations de belle-mère qui a été très bien analysées par Madame Samé, c'est une hypothèse possible. Il y a également que ça peut être le fait de la manifestation de l'opposition à la règle de l'adulte, tout simplement chez l'adolescent, parce que vous ayez vos enfants, même vos propres enfants devenus adolescents s'opposent à vous, s'opposent aux règles, voudraient s'affirmer, voudraient avoir une nouvelle identité. Donc ça également c'est une piste qui n'est pas qui ne serait pas à négliger. Maintenant, il faut également revoir un peu à partir de quel moment cela date. A-t-elle toujours été présenté des signes de mauvais entretien de son corps, ou bien elle est devenue, et c'est là où l'hypothèse du traumatisme devient intéressante. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement qui a occasionné cela? À partir de quel moment, comment s'est passée son enfance? À partir de quel moment cette dame a pris cet enfant dans sa maison, et puis comment s'est déroulé les premiers contacts. Donc c'est important d'avoir toutes ces informations pour pouvoir comprendre ce cas spécifique qui est un cas unique. Donc c'est autant d'éléments explicatifs que je pourrais rajouter à ceux que Madame Samé a déjà évoqué tout à l'heure. Dans le cas de cet enfant, est-ce qu'il est bien de lui faire des reproches devant ses cadets? Ça, on entre un peu là dans les styles éducatifs. Vous savez, et dans le style éducatif, il n'y a pas quelque chose de totalement arrêté, totalement vrai, totalement faux. En général, les adolescents ne supportent pas les reproches devant les autres. Les autres, notamment, c'est les pères. Les pères, quand ils ne diront pas les autres, c'est leurs amis, ils vivent cela très mal. Mais dans une maison, cette règle est un peu plus diluée, parce que c'est un peu plus dilué. Et puis également, les parents parfois se disent comment je pourrais créer chez elle l'électrochoc. Si j'essayais telle chose, j'ai essayé de lui faire des reproches en privé, ça n'a pas marché. J'ai essayé elle a dit, elle allait jusqu'à l'obliger à se laver. Ça aussi, c'est un peu délicat. Lui montrer comment elle doit se laver. Disons plutôt ça comme ça. Et puis, elle se dit, peut-être que si je le dis devant ses cadets, ça peut marcher ou pas. Donc, c'est chaque parent qui voit un peu, qui étudie un peu la juste mesure. Mais globalement, on devrait y arriver en dernier recours. Le plus, il faut commencer déjà par des démarches qui sont toutes simples, qu'on discute ensemble, dans la moindre mesure, associer son père. Et puis également ça, dans le récit, on ne sait pas quel est le rôle que le père joue finalement dans la situation. Parce qu'elle s'est peut-être trop accaparée aussi elle a trop à cœur la situation, et elle a peut-être totalement exclu le père. Or, comme on a dit, comme Madame Samé disait tout à l'heure, si la jeune fille se trouve dans une situation où elle l'aperçoit plus comme la belle-mère que comme la mère, et voudrait, et peut-être comme responsable, comme la cause de ses malheurs, ça risque d'être difficile. Donc il faudrait également penser à intégrer le père. Coach, comment faire comprendre à cet enfant qu'une bonne hygiène est un facteur primordial pour notre bien-être? Oui, la première chose que je peux conseiller, madame, parlez avec votre enfant. Demandez-lui pourquoi elle fait ça. C'est vrai que généralement, quand on demande pourquoi, la réponse est parce que, et généralement, on va vers la justification, alors que nous, on veut aller vers le résultat. Mais au moins, ça vous permet de savoir à partir d'où vous devez partir. Vous comprenez? Commencez par demander pourquoi l'enfant fait ça. Deuxième chose, observez à quoi est-elle sensible. Proposez-lui des choix. Est-ce qu'elle veut le savon rouge, le savon jaune, le savon... Allez avec elle au supermarché, qu'est-ce qui pourrait lui plaire? Est-ce qu'elle a des problèmes avec l'eau froide? Proposez l'eau tiède, l'eau chaude, je ne sais pas. Allez-y en ami et allez-y doucement, parce que aller de façon frontale, vous avez vu ce que ça a donné. Donc essayez de la comprendre, essayez de la conscientiser. Elle à 15 ans, elle est déjà grande. Pourquoi vous ne l'amèneriez même pas dans un salon de spa? Nous, les femmes, on connaît tout ça. Un jour, amenez-la dans un salon de soins. Mais quand on prend soin de vous, payez, qu'on prenne soin d'elle. Qu'elle voit le bien-être, le plaisir que ça a, ça peut déclencher quelque chose en elle. Bref, le conseil que moi, je veux donner, c'est d'y aller doucement, dans le sens de ce qui lui plairait. Appuyez là-dessus. Peut-être ça pourrait aller. Mettez-la par exemple en contact avec d'autres jeunes filles bien habillées, bien maquillées, et puis parler de ça en bien. Vous voyez un peu, aller dans le sens de ce qui pourrait lui plaire, ça peut être une porte de sortie.
Monsieur Tchassep, en quelques secondes, quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette dame? Ben, les conseils, c'est tout simplement déjà de savoir le corps est quelque chose de suffisamment intime. Le corps est quelque chose de suffisamment intime. Et une fois qu'elle aura discuté, lui restituer l'intimité de son corps. À un moment donné, lui dire, ben voilà, on a essayé telle chose, ça n'a pas marché, et maintenant c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. Ça également, ça peut être quelque chose qui déclenche un certain orgueil chez la jeune fille qui lui permet de prendre. Mais à défaut, également, elle pourrait se faire aider, consulter un coach, un psychologue qui pourrait discuter avec l'enfant, qui peut explorer d'autres choses dont elle n'a pas peut-être toujours les outils pour le faire. C'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci Kosame d'être venu encore. Merci, toujours un plaisir de nous venir. Monsieur Tchassep, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous à la maison, n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos suggestions, car nous sommes là pour vous servir. Au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée ce soir, on avait McDonald Tombo à la réalisation, Sandra Ebodé, elle était à la console audio, Dalebias à la caméra, Kevin Nora, elle s'est occupée de notre maquillage, et Cyril Nantion à la post-production des éléments diffusés dans ce numéro. Mesdames, messieurs, ne décrochez pas, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.